Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurence Parisot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bon, hier soir, j'imagine que vous avez jeté un petit coup d'œil sur cet entretien présidentiel. Pas d'annonce particulière, aucune info nouvelle d'Emmanuel Macron hier soir, donc sur France 2, lors de son entretien, conversation, diront certains, avec Laurent Delahousse. Il était, on l'a compris, le président en mode service après-vente de son action. Est-ce que ce n'était pas un peu quand même une interview pour rien, vu qu'on n'a rien appris de particulier? J'ai trouvé que cette interview était très intéressante par la forme. C'est la com, c'est de la com, ça. Mais non, Le fait qu'on marche debout de salon en salon, qu'on déambule à l'Élysée, non? Vous savez qu'il ne faut jamais séparer la forme du fond. Et cette forme était agréable, rendait tout d'un coup la politique intéressante, alors que vous savez que beaucoup de Français se sont lassés ces dernières années de la politique. C'était, je crois, aussi tout à fait utile pour les téléspectateurs de se rendre compte un peu mieux que ce qu'on voit d'habitude de l'intérieur de l'Élysée. Et puis, il me semble que le président a renouvelé des engagements très forts et très importants, notamment sur l'énergie, sur la lutte contre le réchauffement climatique. C'est en train de devenir un marqueur de son mandat. Qui n'était pas un marqueur de sa campagne. C'est pour ça que je souligne ce point. C'est pour ça que je souligne aussi. Mais aucune question qui fâche quand même hier, aucune question précise. Oui, mais ça, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas le cadre qui est en question. Là, c'est le journaliste. C'était peut-être le deal aussi, non? Je ne sais pas, vous savez mieux comment ça se prépare. Bon, le vrai message de cet entretien, c'est cette phrase que le président Macron a répétée 2 fois. Je fais ce que j'ai dit que je ferais. Est-ce que c'est pas ça finalement la rupture macronienne qui est résumée dans cette formule finalement que dire ben voilà, je tiens mes promesses de campagne, elles sont là? Oui, je pense que Nicolas Sarkozy au début de son mandat a aussi tout fait pour tenir ses promesses de campagne. Cette trajectoire a été subitement interrompue par la crise de 2008. Je pense que c'est un grand classique des hommes politiques élus que de rabâcher qu'ils tiennent leurs promesses. Ce qui est frappant, je trouve, et différent de tout ce qu'on a connu au cours de la période récente, c'est qu'il y a une efficacité gouvernementale, je dirais même, pour prendre un terme managérial, une efficience dans l'action politique et publique actuellement qu'on n'a pas connue depuis longtemps. Avec le paradoxe d'avoir des ministres qui sont relativement effacés, peu connus du grand public? Ben, peu importe. Comme quoi, c'est pas... Peut-être que c'est bien d'être effacé si on est efficace. Ce que je note, c'est que le budget a été voté sans encombre, la loi de finances de la sécurité sociale également. Avec une majorité. Il a une majorité, mais le président Hollande avait aussi, sur le papier en tout cas, une majorité. Il avait ses frondeurs. Et même, souvenez-vous, du temps de Nicolas Sarkozy, il y avait des vraies difficultés, il y avait des débats parfois entre le groupe parlementaire UMP à l'époque et le gouvernement. Là, je trouve que les choses avancent relativement rapidement et sans donc avoir des députés Godillot, c'est mieux aussi? C'est mieux, ça permet d'avoir des gens qui votent comme ça, je crois que l'expression le doigt sur la couture? Je crois que l'expression Godillot date du mouvement gaulliste au début des années 60, quand il s'appelait l'UDR. Et oui, ça remonte là. C'est vrai, mais vous avez raison, il est vrai que le président Macron a réussi à renouveler totalement le personnel politique, notamment celui de l'Assemblée nationale, pas encore vraiment les élus locaux et que partiellement le Sénat, mais du coup, ce sont des élus peut-être très disciplinés et aussi tout simplement très en phase avec le gouvernement. En tout cas, ça permet d'aller plus vite. Et c'est une vitesse dont on a besoin aujourd'hui dans notre pays. Ouais, le président Macron qui hier a demandé précisément 2 ans avant de voir la baisse du chômage en France. Est-ce que ce n'est pas un engagement qui ressemble un petit peu à l'inversion de la courbe du chômage sous François Hollande, même s'il a manifestement plus de chances d'avoir raison? Il est prudent néanmoins quand il se donne 2 ans. Oui, sous François Hollande, c'était tous les 6 mois. Peut-être, mais surtout François Hollande avait lié son avenir politique à cet engagement. Il avait clairement dit qu'il ne se représenterait pas s'il n'y avait pas une inversion. Je n'ai pas entendu que Emmanuel Macron liait son projet politique sur cet horizon de 2 ans. À cet horizon. Je crois qu'il est simplement dans l'analyse économique.
Il sait qu'il y a une amélioration générale de la conjoncture économique en France, en Europe, dans le monde. Exactement. Première année d'ailleurs, on a une croissance mondiale qui est bien synchronisée. Hein. Oui, c'est vrai. Même si on sait qu'il y a des risques ici et là, mais comme vous dites, il y en a toujours, et c'est mieux de les identifier pour essayer d'anticiper leur éventuelle réalisation. Donc il a une conjoncture économique favorable, il a un climat des affaires, comme on dit, qui est tout à fait positif, il a la confiance des investisseurs et la confiance des entrepreneurs, et il a, avec les ordonnances sur le marché du travail, desserré, pas d'une manière spectaculaire, mais quand même, les taux qui contribuaient à la rigidité du marché du travail. Donc il y a tout un tas de facteurs favorables. Ça serait logique qu'il y ait cette amélioration sur le front de l'emploi. Justement, c'est que l'occasion, cette mois à l'Élysée, de faire un petit point. Quelle note vous lui donnez, Emmanuel Macron? Parce qu'on a posé la question à Agnès Verdier-Molinier. Vous la connaissez, Agnès Verdier? Bien sûr. Patronne de l'IFRAP, qui vient régulièrement nous voir. Sur ses principales mesures économiques, elle a donné 5,2 sur 10. Quelle note vous donnez? Je ne vais pas donner de note. Elle ne veut pas se mouiller. Mais c'est pas ça. Alors je vous dirais que... On n'insulte pas l'avenir. Oui, ma note serait bien plus favorable que celle que vient de donner Agnès Verdier-Molinier, mais je ne veux pas donner de note parce que je ne suis pas institutrice, parce qu'on n'est pas... Le principe. Mais je donnerais une note... Une mention. Je donnerais une mention favorable. Mention bien, assez bien. Mention bien. Pour les raisons que je vous ai indiquées, d'efficacité, de logique aussi, de cohérence. Et je trouve qu'il est très attentif à ça d'ailleurs. Mais l'ancienne patronne du MEDEF, pardon, mais sur la réforme engagée, on aurait pu aller plus loin. Les 35 heures ne sont pas déverrouillées. Le référendum d'initiative entreprise, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est réservé aux toutes petites entreprises. Le contrat de mission, il existe, mais il est soumis à l'accord des branches. Et en même temps. Bon alors, entre parenthèses, je ne suis pas du tout favorable au référendum dans l'entreprise. Non mais vous avez compris l'idée de... Oui, mais... Il est allé au maximum de ce qu'il pouvait à chaque fois? Non, on pourrait dans certains domaines aller plus loin et il y en a beaucoup qui critiquent notamment le manque d'audace, en tout cas pour l'instant, sur la baisse des dépenses publiques. Fondamentalement, ça reste le sujet principal de notre... On va en parler. Ça reste le sujet principal de notre économie. Sur le budget 2018, il n'y a rien. Il n'y a presque rien et on sait très bien que sur le moyen et le long terme, la France retrouvera toute sa compétitivité et peut éventuellement regagner une place de leader économique européen si elle transforme, mais vraiment profondément, structurellement, ses dépenses publiques. On est drogué en France toujours à la dépense publique? C'est ça la réalité? Il faut oser mettre les pieds dans le plat et le dire? Je ne sais pas si c'est une drogue, parce que je crois qu'on peut transformer les choses, simplement c'est très complexe. On n'arrive pas à maîtriser, encore une fois, la trajectoire de nos dépenses publiques. On n'arrive pas à la maîtriser parce que les responsabilités sont éparpillées. Regardez sur un sujet comme la formation professionnelle. C'est une dépense publique très importante, elle est déterminante pour l'avenir, et en même temps, on sait très bien qu'elle est, telle qu'elle est gérée actuellement, très peu efficace. Pourquoi? Et elle est très peu efficace, c'est le sens de mon exemple, parce que la responsabilité de cette gestion incombe exactement en partie à l'État, en partie aux collectivités locales, notamment les régions, en partie aux branches professionnelles, à d'autres institutions également publiques. À qui il faut donner plus de place alors? Alors, donc sur chaque sujet, il faudrait mieux identifier le responsable ou l'organisme responsable et organiser une gouvernance qui permette de rendre compte. Mais concrètement, sur la formation professionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On donne plus de pouvoir aux régions, on se rapproche du terrain pour que les formations collent aux besoins locaux en termes d'emploi? Alors, moi j'ai une conviction sur la formation professionnelle qui ne rencontre pas beaucoup d'approbation, mais je crois que la clé, ce serait une vraie concurrence entre les différents organismes professionnels. Vous savez que chacun est lié à une profession et vous ne pouvez pas, si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas adhérer ou bénéficier des services de la formation professionnelle de telle organisation si cette organisation ne représente pas votre profession. Et donc vous avez en fait des grands blocs assez puissants puisqu'ils récoltent beaucoup d'argent et qui ne sont jamais mis en concurrence. Or vous savez, la clé dans la vie,
c'est la stimulation. Alors, je ne suis pas pour pour la jungle. Farouche et effrénée, non, sans règles, non, sans foi ni loi. Ben non, justement, je veux des règles, mais je veux aussi de la compétition. Je veux qu'il puisse y avoir le choix. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Vous êtes enfermé dans une filière de formation professionnelle. Bon, est-ce que le plus dur a été fait ou le plus dur reste à faire? Question un peu caricaturale. J'en ai conscience en matière de réforme économique et sociale, parce que c'est vrai qu'on a eu la réforme du droit du travail, la baisse de la fiscalité, mais il reste des gros morceaux, la réforme de l'État, il reste les retraites, il reste l'assurance chômage, la formation, l'apprentissage. Non, je pense qu'il y a encore des sujets très très importants. L'assurance chômage, pour moi, fait partie des réformes clés. Je ne suis pas sûre que sur ce sujet, le président puisse aller aussi loin que ce qu'il souhaitait. Ça sera moins ambitieux, évidemment, pendant la campagne. Et ce n'est pas très étonnant parce que... Pour des questions de financement. Ben oui, mais le coût qui avait été envisagé au départ était très largement sous-estimé. Dans un rapport de 1 à 10. Hein. Exactement. Donc, néanmoins, c'est une réforme très importante. On sait que c'est sur le fonctionnement du marché du travail, l'organisation de l'assurance chômage est une variable déterminante. Mais qui est en léger déficit. On sait que si le taux de chômage passe à 8%, le système sera équilibré. Il y aura la dette après de 30 milliards qui est derrière. Vous avez tout à fait raison. C'est très cyclique. Ouais. Il faut raisonner avec cette idée qu'on peut avoir des déficits vertigineux et en même temps, dès que la situation économique s'améliore, on peut rétablir les comptes de manière tout à fait satisfaisante. Mais au-delà des équilibres budgétaires de l'assurance chômage, le fonctionnement même de l'organisation de Pôle emploi, le fonctionnement de l'accompagnement des chômeurs, ça reste des sujets formidablement importants. On sait tous qu'aujourd'hui, beaucoup de chômeurs trouvent plus facilement un job en allant sur le Bon Coin ou en faisant partie d'une plateforme numérique qu'en allant chez Pôle emploi. Donc il y a une modernisation. Je ne dis pas que Pôle emploi ne fait pas des efforts, au contraire, il y a eu des grosses évolutions, mais il faut continuer dans cette direction, utiliser le big data à fond dans la mécanique de Pôle emploi. Pour faire matcher l'offre et la demande d'emploi. Exactement. La réforme des régimes spéciaux des agents publics, manifestement, est repoussée à 2019, on a compris a priori après les élections européennes. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de temps dans cette histoire selon vous? Est-ce que ce n'est pas quand même un signal un peu inquiétant de la volonté réelle du président Macron de mener au terme cette réforme? Bon, je ne considère pas que cette réforme soit... la mère des batailles. Exactement, je ne pense pas qu'elle soit déterminante. Alors, on peut Elle est symbolique. Voilà, on peut l'aborder parce qu'il y a éventuellement un enjeu d'équité entre Français. Mais ce qui me semble plus utile, et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet, et je crois que Jean-Paul Delevoye, qui est en charge de ce travail, l'aborde ainsi, c'est de considérer les 37 régimes de retraite qui existent aujourd'hui et de se demander comment on peut... Les unifier. Voilà, je ne pense pas qu'on pourra arriver à un seul régime, mais je pense converger. Je pense que c'est le bon mot. Une convergence serait tout à fait utile, à la fois pour garantir la pérennité des différents systèmes, enfin des différents métiers, des retraites des différents métiers, et puis pour établir un peu d'égalité dans le système des retraites français. Deux petits points encore, Laurence Parisot. Dernier chiffre d'Eurostat place la France championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Et on se dit que même en fin de mandat, avec Emmanuel Macron, quand on regarde la trajectoire, on sera encore champion ou vice-champion d'Europe des impôts, des prélèvements obligatoires. C'est comme ça, on fait avec? Ou ça vous révolte? Non, il faut absolument changer cela parce que ça nous pèse, ça limite les capacités d'initiative de tout notre pays. Parce qu'il y a des baisses d'impôts. Hier, il dit on a baissé de 10 milliards d'euros les impôts pour les entreprises, pour les particuliers. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la CSG qui augmente aussi, qu'il y a la fiscalité écologique qui pèse beaucoup de milliards aussi. Et qu'au final, les baisses d'impôts en net, ce n'est pas 10 milliards. Hein. Alors, vous avez dit que c'était en fin de mandat que pour le moment la trajectoire est toujours assez préoccupante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si les orientations économiques d'Emmanuel Macron de ce début de mandat et puis tout au long de son mandat vont permettre une
une inflexion du mouvement, parce que le mouvement a toujours été ascendant, c'est en tout cas 15 dernières années. Il sera descendant, mais tellement lentement. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance. Et vous savez, c'est comme à la bourse, hein, on achète, on achète les moindres points d'inflexion. Je pense que si on arrive à modifier structurellement suffisamment, là, le système de protection sociale, là, la fiscalité, pour garantir que cette inflexion de tendance de fin de mandat devienne pérenne, alors la France sera sortie. Certes, on avance à notre rythme, mais quand on regarde la moyenne OCDE, donc des pays qui nous ressemblent à peu près, ils sont à 34%, là où on est, je ne sais pas, nous à 44, 45. Ça fait 11 points de PIB, 11 points de PIB, quand on sait compter, et vous savez encore mieux que moi, c'est 220 milliards d'euros d'écart. Vous avez tout à fait raison, mais on ne change pas une dérive de 25 ans en 5 ans. On regarde la dérivée seconde, comme on dit en mathématiques. Il nous reste à parler de cet emprunt à 3%. Je ne sais pas si vous avez des excès de liquidité à placer, Laurence Parisot. Malheureusement, non. Mais si vous en aviez, le Front National vient de lancer un emprunt patriotique. C'est sa présidente sur Twitter là, qui fait cet appel, qui promet 3% de rendement. 3% à l'ère des taux quasiment zéro, on se dit que c'est mirifique, sans aucun risque, nous affirme-t-elle. Alors là, on met les inimitiés de côté, mais d'un point de vue strictement économique, c'est vraiment sans risque ce placement à 3%, parce que pour les particuliers, c'est bien rémunéré. Si on regarde sous l'angle purement économique, comme vous dites, et même business. Business first. Voilà, moi je regarde le business model. Et je trouve que le business model n'est pas très prometteur. Je ne vois pas à un horizon proche un rétablissement dans l'opinion, dans le corps électoral du Front National. Le Front National est plutôt en situation de faiblesse, il est divisé. Donc, toujours sous l'angle purement business, je serais très prudente. Bon, et donc pour vous, un placement sans risque, vous êtes dubitatif sur un placement sans risque? Ma recommandation, c'est fort, placement sans risque. Ma recommandation purement business est de ne pas acheter. Et ma recommandation de citoyenne est de ne surtout pas acheter. Parce que la question qu'on se posait, on finit là-dessus, c'est quelle garantie financière le Front National apporte pour dire ce placement est garanti. Garanti par quoi? Parce que 3% c'est alléchant. Hein. Je ne sais pas. Ceci dit, les partis politiques français sont tous plus ou moins en difficulté, à part le nouveau parti En Marche. Et on peut comprendre pourquoi. Ils n'ont pas été très glorieux dans leur capacité à proposer des idées pour le pays. Et le Front National encore moins que les autres. Bon, merci à vous. Merci Laurence Parisot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, Laurence Parisot qui était donc l'invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.